Salutations, moi c'est Seb et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier vrai épisode du devlog pour le petit jeu que je développe, Class Wars. J'ai commencé ce projet en juillet et je n'avais pas encore le réflexe d'enregistrer ce que je faisais en vidéo. Il manque donc certains passages, surtout ceux où je galère à faire fonctionner des trucs. Mais il y en aura tellement d'autres que c'est pas très grave. À propos des devlogs, il faut savoir deux choses. La première, c'est que j'ai un boulot à plein temps, une famille, et que je suis une formation pour apprendre le développement web en parallèle de tout ça. Je ne serai donc pas capable d'en créer un par semaine car même si ma femme est ultra compréhensive et me laisse tout le temps dont j'ai besoin, si j'arrive à en faire un par mois, ce sera déjà bien. La deuxième chose, je débute dans quasi tous les aspects de la création de jeux vidéo, et de création de vidéos tout court, alors j'expérimente beaucoup et je ne maîtrise absolument pas ce que je fais. Donc si vous me voyez faire n'importe quoi ou si vous avez des remarques, idées ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, commençons. Première étape, la modélisation. Pour ça, j'utilise Blender. C'est un logiciel qui a plusieurs avantages comme le fait d'avoir une énorme communauté, des tonnes de tutos et une très bonne intégration dans le workflow avec Unreal. Ah, il est gratuit aussi, ce qui est un plus non négligeable. J'ai donc commencé à apprendre Blender grâce aux nombreux tutos trouvables sur YouTube, puis en créant quelques armes pour mes futurs personnages. La classe Cuisto utilisera principalement des ustensiles de combat, comme ce hachoir à mob, ce rouleau à hémorragie ou encore ce couvercle de protection. Une fois les bases du logiciel à peu près en main, je me suis attelé à la modélisation d'un corps de base, puis du premier personnage jouable, le Cuisto. L'idée était de pouvoir utiliser cette base pour de futures modélisations tout en gardant le même squelette pour les animations. De cette façon, la création des autres personnages jouables et des PNJ devrait être plus rapide. Je voulais arriver à créer un look plutôt simple pour ne pas avoir à passer 2 mois sur chaque personnage, et low poly pour ne pas impacter les performances en jeu. La première version avait des airs de Funko Pop, ce qui ne me déplaisait pas mais j'ai voulu m'en écarter un peu. J'ai donc revu les proportions du corps et le style des yeux. À cet instant, je me demande encore si mes personnages auront une bouche un jour, mais je pense que oui. Sinon, je risque d'avoir tout un village rempli de PNJ ventriloques, ce qui serait original mais quand même un peu chelou. Deuxième étape, l'animation. C'est un aspect difficile à appréhender dans la création de personnages, surtout lorsqu'on n'y connaît rien. J'aurais pu me contenter d'utiliser Mixamo, un site proposant de s'occuper de l'étape du rig automatiquement en plus de proposer des tonnes d'animations pour fonctionner avec leur squelette, mais c'est le genre de pratique qui peut vite rendre dépendant de la bibliothèque d'animation mise à disposition. Par exemple, si je veux créer une cinématique ou une attaque spéciale mais qu'elle n'existe pas sur leur site, il faudra que je change ce que j'avais prévu. C'est pour ça que j'ai décidé de créer mon propre squelette et donc mes propres animations. Elles ne sont pas d'une grande qualité pour le moment, mais elles font le job. Je pourrais toujours les peaufiner plus tard, quand j'aurai défini toute la palette de mouvements du personnage et que je me serai amélioré. Ce qui sera aussi le cas pour chaque élément du jeu. Que ce soit pour mes modèles ou ceux du marketplace, tout est sujet à de gros changements pendant un développement. D'ailleurs, entre le début de sa création et le premier devlog, le Cuisto a déjà changé de texture pour ses vêtements. Et comme en plus j'utilise actuellement 80% d'assets servant de placeholders, du changement il va y en avoir un paquet quand viendra la phase de la création de contenu et du polish. Mais je suis encore loin de tout ça, alors reprenons ce perso et passons à la troisième étape, la transition de Blender à Unreal. Grâce à de récents plugins, faire passer des éléments de l'un à l'autre a été grandement simplifié. Du coup, en quelques clics seulement, j'ai pu importer mon modèle et ses animations dans le moteur et programmer les composants pour gérer les mouvements du personnage. Les animations de déplacement sont configurées en fonction de sa vitesse. Il m'en fallait donc une lorsque le personnage est immobile et une autre lorsqu'il bouge. J'ai aussi dû définir les actions qu'il pourra faire et à quel moment changer les animations. Ensuite, pour que ça soit un peu moins monotone quand je teste des trucs, je me suis créé 2 cartes. Une qui sert pour tout ce qui est expérimental et l'autre pour avoir un rendu un peu plus crédible en tant que jeu. Une fois que mon personnage a été capable de bouger et de faire quelques actions, j'ai travaillé sur le HUD et les infos qu'il devait afficher. Au début c'était juste les barres de vie et de mana, puis j'ai ajouté celle d'expérience, et là j'en suis aux compétences équipées. Il faut encore que j'ajoute le portrait du personnage ou peut-être juste la classe jouée, dans le coin en bas à gauche, ainsi qu'une autre barre. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il serait peut-être temps de tuer des trucs, non? Dans ce genre de jeu, l'IA n'est pas très maligne et a des mécaniques plutôt simples, en dehors des boss. J'ai créé une classe qui servira de base pour quasiment tous les ennemis du jeu et j'en ai créé 2 différents pour la tester. Les araignées qui attaquent au corps à corps et les vers qui attaquent à distance. Ils proviennent tous les deux d'un pack d'assets gratuits bien connu des développeurs sur Unreal et ils sont vraiment très pratiques pour prototyper. Faudra bien sûr que je crée mes propres mobs sur Blender par la suite, mais chaque chose en son temps. Chacun des ennemis aura plusieurs variantes, petits, moyens et grands par exemple, avec des stats associées. Après avoir programmé et vérifié que les ennemis et le joueur pouvaient bien s'entretuer, j'y ai ajouté l'affichage des dégâts à l'écran, le gain d'expérience avec un petit effet visuel et une force pour repousser les ennemis au moment de leur mort.
À ce stade, le cuistot n'a pas des attaques de folie. Il dispose de son coup de base, sa posture de défense et d'un dash qui peut blesser les ennemis et qui coûte un peu de mana. Pour le rendre un peu plus fun à jouer, j'ai décidé de lui ajouter une attaque de zone. J'ai donc créé une animation simple, ajouté quelques particules pour aller avec et c'était bon. Enfin pour le moment. Je pense créer des mouvements un peu plus spécifiques plus tard, mais là c'était surtout pour avoir un point de départ. C'est une attaque lourde qui fait plus de dégâts que le dash et sur une zone plus importante. Elle doit donc coûter plus cher en mana. Surtout qu'elle peut étourdir les ennemis pendant quelques secondes, alors faudrait pas en abuser. En parlant des attaques spéciales, la création du menu des skills m'a pris un peu plus d'une semaine. Je voulais que le joueur ait la possibilité d'équiper les capacités de son choix dans l'un des 8 emplacements de compétences disponibles. La liste de pouvoirs est mise à jour en fonction de ceux qu'il aura appris. De ce côté-là, ça fonctionne. Le joueur peut placer n'importe quelle attaque dans n'importe quel slot. C'est cool, mais ça me crée aussi un bug puisqu'il peut équiper 8 fois le même sort et que c'est pas vraiment ce que je veux. J'ai encore la façon d'apprendre les compétences à programmer, donc je pense résoudre ce bug à ce moment-là. L'autre point qui m'a fait galérer, l'utilisation des menus à la manette. Sur Unreal, c'est la misère. Je pense avoir essayé tous les tutos qui existent à l'heure actuelle et aucun ne m'a donné le résultat 100% efficace. J'ai donc mélangé ce que j'avais appris et j'en suis arrivé à la conception d'une chose, tirant plus du plat de spaghetti que du blueprint. Ce sac de nœuds remplit pourtant bien son rôle et mes menus sont utilisables au clavier, à la souris et avec un gamepad. C'est juste un peu lourd à paramétrer pour chaque menu. Après avoir programmé un système d'expérience basique et la prise de niveau qui augmente un peu la vie et le mana, la suite logique pour moi était que le joueur puisse garder son expérience durement acquise. Mais dans Unreal, lorsqu'on arrive dans une nouvelle map, tout ce qui concerne le personnage est réinitialisé. Donc si le joueur a pris 3 niveaux sur la première carte et qu'il change d'endroit, bien, il se retrouve niveau 1 sur la nouvelle map. Afin d'éviter ça, j'ai programmé un petit système qui utilise une game instance pour stocker les données du personnage au moment où il sort d'une zone et lui retransmettre lorsqu'il entre dans la nouvelle. J'ai ensuite créé un point de repos qui restaure la vie et le mana du personnage et affiche le menu pour sauvegarder et charger une partie. Le menu est fonctionnel et permet de conserver sa progression sur différents emplacements de sauvegarde et de charger une partie depuis le menu principal ou le point de repos. Dans ce genre de jeu, il y a toujours plein d'éléments du décor à casser pour trouver du stuff. J'ai donc créé ma classe d'objets destructibles et j'en ai fait plusieurs variantes. Même si pour le moment il n'y a pas de loot, détruire des trucs c'est toujours agréable. J'ai également ajouté des coffres et certains ne seront ouvrables qu'une seule fois. Le système d'inventaire d'objets et d'équipements étant très complexe, je m'y attaquerai plus tard dans un autre devlog. Dernière feature en date, la vue à travers les murs. Il fallait que je trouve un moyen de continuer à voir le personnage même quand il est caché par un mur ou un autre élément du décor. La première méthode à laquelle j'avais pensé était de passer par un effet de post-processing et d'indiquer avec un masque de couleurs différent chacune des choses cachées. Le personnage était donc en vert, les ennemis en rouge et les objets en violet. Mais j'ai trouvé que ça collait pas bien niveau immersion. J'ai donc tenté une autre approche à base d'un masque aussi, mais cette fois autour du personnage. En fonction de la hauteur des éléments par rapport à la caméra, une sphère gère la transparence des objets dans un rayon autour du joueur. C'est bien plus discret niveau immersion et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'était un peu chargé pour ce premier épisode, je vous laisse sur la séquence bug et je vous dis à bientôt pour le prochain devlog.